Israël a pris une décision choquante. La Knesset a adopté en première lecture un projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes condamnés. Pas d'appel ni de discrétion judiciaire. Netanyahou le soutient, le timing choisi. Juste après le retour de Gaza du corps de Hadar Goldin, après 11 ans de captivité chez le Hamas, et avec l'Iran menaçant d'une attaque surprise, des experts en sécurité avertissent que cette loi pourrait se retourner contre nous. Cela freinera-t-il le terrorisme ou accentuera-t-il les divisions législatives et diplomatiques? Salut Shalom, je suis Marc Regev et nous sommes aujourd'hui pour une nouvelle édition d'Israël indiplomatique. Comme toujours, je suis avec ma co-animatrice Ruthie Bloom. Comment ça va aujourd'hui, Ruthie? Je vais bien, Marc, mais nous devons aborder tout de suite quelques sujets sensibles ici. Commençons par le projet de loi de la Knesset. Il a passé sa première lecture pour imposer la peine de mort aux terroristes, et d'ailleurs, il s'agit d'une peine de mort obligatoire. Et comme il se trouve, ce n'est que la première lecture, et il en faut encore 2 autres, etc. Donc, il se pourrait que ce soit plus symbolique que technique, ou il est possible, par exemple, que la Cour suprême ne l'autorise pas, etc. Mais la raison pour laquelle cela se produit maintenant, c'est que Israël attendait que tous les otages vivants, soit il faut rentrer chez eux, et qu'au moins la plupart des corps des personnes décédées soient restitués, avant de prendre de telles mesures, par crainte que cela ne mette les otages en danger. Alors, analysons cette question. Tout d'abord, en Israël, nous avons la peine de mort théoriquement inscrite dans la loi, mais depuis 1962, elle n'a pas été appliquée et elle ne l'était pas non plus avant 1962. Dans toute l'histoire d'Israël, depuis 1948, depuis que nous sommes devenus un pays indépendant, la peine de mort n'a été appliquée qu'une seule fois, et c'était pour le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Et lui, vous savez, il est seul. Il a été exécuté et ses cendres dispersées en Méditerranée. Ainsi, sa tombe ne serait pas un lieu où les néo-nazis viendraient organiser des fêtes, etc. Mais en Israël, nous n'appliquons pas la peine de mort, ni pour les violeurs, ni pour les meurtriers. Et avec cela, nous faisons en quelque sorte partie du consensus occidental. Aujourd'hui, la peine de mort n'existe plus dans la plupart des démocraties occidentales. Les États-Unis, grande démocratie occidentale, sont les seuls à appliquer la peine de mort. Et pas dans tous les États. Pas dans tous les États. Et cela reste controversé aux États-Unis. C'est un sujet de débat. Donc en Israël, comme Eichmann, il n'y avait pas de débat. C'était clair. Ce criminel de guerre nazi, responsable de la mort de centaines de milliers, voire de millions de Juifs, devait être exécuté. La question du terrorisme fait partie du débat politique en Israël. Est-ce qu'on exécute les terroristes? Vous savez, la peine de mort pour les terroristes. Les auteurs de crimes atroces devraient-ils être exécutés? Depuis des années, ce débat existe en Israël, presque aussi longtemps que je m'en souvienne. Cette fois, est-ce sérieux? Cette fois, je ne suis pas sûr, Ruthie. Eh bien, tu sais, la question de la peine de mort, quand on en parle dans d'autres pays, on connaît les dilemmes que cela pose. Le principal, je pense, à part, tu sais, qu'on ne devrait pas jouer à Dieu ou qu'on ne devrait pas se venger, qu'on ne devrait pas se comporter comme les meurtriers, etc. L'autre argument, c'est que, tu sais, on connaît des personnes qui ont été exécutées aux États-Unis, par exemple, qui, plus tard, les tests acides désoxyribonucléiques et de nouvelles preuves ont montré que la personne avait été exécutée à tort. Et c'est horrible. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il vaut mieux laisser des criminels condamnés, vous savez, soit libres, soit en prison, plutôt que de tuer ne serait-ce qu'une seule personne innocente. Je crois que c'est dans le Talmud, en fait, c'est une chose juive. N'est-ce pas? Mais en Israël, c'est la partie délicate. Et j'ai eu mes propres débats à ce sujet parce qu'il y a, en plus de tout le reste, vous savez, le couloir de la mort aux États-Unis. Ça, je le sais parce que je regarde beaucoup de documentaires sur les faits divers pour me détendre. Que le couloir de la mort est une peine de prison bien plus confortable que la population générale où les criminels sont très violents. Et il y a beaucoup de, vous savez, de viols et de choses horribles qui s'y passent. Alors que le couloir de la mort offre une meilleure nourriture, de meilleures conditions. Et aussi à cause des sursis à exécution et des appels.
Parfois, quelqu'un reste de nombreuses années dans le couloir de la mort avant d'être exécuté, voire meurt avant. En Israël, il y a une grande différence. Et c'est que, au fil des années, nous avons commis l'horrible erreur de libérer des terroristes des prisons lors d'échanges contre des otages innocents. Je veux dire, notre problème avec l'ennemi, c'est qu'ils savent que s'ils enlèvent un Israélien, nous ferons tout pour le ou la récupérer. Et libérer des terroristes des prisons israéliennes est un moyen d'y parvenir. Et avant le 7 octobre, une chose que nous savons, c'est le fameux cas d'environ 1100 terroristes libérés lors de l'accord pour Gilad Shalit. Gilad Shalit a été fait prisonnier à Gaza. Il y est resté pendant 5 ans. Et finalement, après énormément de pression publique, Israël a libéré environ 1100 terroristes. Mais parmi eux se trouvait Yahya Sinwar, le cerveau du massacre du 7 octobre. Avant cela, il avait été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en Israël, soigné par des médecins israéliens en prison puis libéré. Donc, vous savez, de nombreux Israéliens qui s'opposaient totalement à la peine de mort, pas seulement pour les terroristes, mais en général, qui ont une aversion pour la peine de mort, ont dit, eh bien, tant qu'ils sont en prison d'une certaine manière, le gouvernement est tenté de céder aux demandes de rançon, et c'est un gros problème. Concernant la morale, je n'ai pas vraiment de scrupules envers la peine de mort pour les meurtriers, violeurs et auteurs de crimes odieux. Évidemment, il doit y avoir une procédure régulière. Évidemment, il doit y avoir, vous savez, une totale... Toutes les preuves doivent être présentes, sans aucun doute possible sur la culpabilité. Il faut que cela aille jusqu'à l'appel devant la Cour suprême, tout ça. Cependant, les partisans de la peine de mort soutiennent qu'elle représente la vraie justice et avancent également un argument utilitariste. Cela aidera parce que cela dissuadera les terroristes de tuer des innocents. Et je pense qu'il y a des questions à ce sujet. Tout d'abord, lorsqu'un terroriste commet un acte terroriste, disons que vous entrez dans un supermarché avec une mitrailleuse et que vous tuez des gens au hasard, ou que vous entrez dans un café avec un couteau et que vous commencez à tuer des gens. Vous prenez aussi un grand risque pour votre vie. La peine de mort est-elle vraiment dissuasive? Certains se donnent délibérément la mort, comme les kamikazes, n'est-ce pas? Et donc, si vous croyez qu'en mourant, vous vous attendez de toute façon à mourir, est-ce que c'est dissuasif d'une quelconque manière? Et je pense que c'est une question sérieuse. Quelle est la capacité dissuasive de la peine de mort? Est-ce que cela va réellement sauver des vies? Et je pense qu'il y a toute une interrogation à ce sujet, avec le type de terroriste auquel nous avons affaire et le type de personne que cela est censé dissuader. Les services de sécurité affirment depuis des années que ce n'est pas une mesure dissuasive efficace. Qu'est-ce qu'une mesure dissuasive efficace? Il existe aussi une autre politique israélienne controversée, comme la démolition de maisons. Si les gens pensent que leurs proches vont souffrir à cause de leur acte, n'est-ce pas? Si la maison de leurs parents va être fermée ou quelque chose comme ça, cela fonctionne effectivement comme une mesure dissuasive efficace. Mais ensuite, Israël est accusé, bien sûr, que ces personnes n'étaient pas impliquées dans le crime, qu'elles sont simplement des proches, et ainsi de suite. La Cour suprême a statué sur les cas autorisant ou non la démolition de maisons. Les services de sécurité assurent que ce moyen de dissuasion fonctionne, parce que peut-être que le kamikaze ou le terroriste est prêt à se tuer pour ce qu'il pense être le bien supérieur, mais pour une terreur plus grande, oui, pour leur agenda fou et extrême, oui, mais ils refusent de voir leur famille blessée. Et donc la question ici, peut-on vraiment dissuader quelqu'un qui veut être un kamikaze, quelqu'un qui est prêt à mourir pour sa cause, avec la menace de la peine de mort? Je pense que c'est une question ouverte, et j'en doute. Non, tu vois, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit vraiment un moyen de dissuasion parce que... Mais les démolitions de maisons non plus, par exemple. Tu dis qu'ils s'inquiètent, non, pour leurs proches. Mais tu sais, l'autorité palestinienne s'en occupe en finançant les terroristes et leurs familles à vie. D'accord, des allocations avec de l'argent qu'ils n'ont jamais pu gagner eux-mêmes. Donc, il n'est pas clair que ce soit un moyen de dissuasion, mais la question reste de savoir si cela les dissuade ou non. Ce que cela fait, c'est nous empêcher d'avoir des terroristes en prison à utiliser comme monnaie d'échange. Ça, en effet, c'est ce que ça fait.
Il ne s'agit pas de dissuader les terroristes. Tout d'abord, si vous croyez au djihad contre les juifs, les chrétiens et les musulmans infidèles, pourquoi quoi que ce soit vous dissuaderait-il? Si vous pensez être un martyr pour Allah, pourquoi cela vous arrêterait-il? Maintenant, nous savons que même les extrémistes et même les personnes, les aspirants martyrs, beaucoup d'entre eux doivent recevoir des pilules d'ecstasy et des choses comme ça pour partir en mission, parce qu'il y a un instinct humain de ne pas avoir peur de la mort. D'accord, ce n'est pas comme si... En plus, les personnes qui envoient ces terroristes, elles veulent certainement vivre. Nous savons que, vous savez, les chefs de toutes ces organisations terroristes, ce sont des millionnaires et des milliardaires, et ils en profitent pleinement. Au moment de la mort d'Arafat, il y a 21 ans, je crois qu'aujourd'hui, il valait quelques milliards de dollars. Très bien, donc ils envoient les autres se faire tuer. Donc, c'est vrai que la mort fait peur. Aussi, je pense que la question est de savoir si la mort finale fait peur ou non. Pour les personnes qui croient qu'elles auront des vierges au paradis ou peu importe, c'est la douleur. Tous les gens ont peur de la douleur. Et donc, se faire tuer, ça fait peur. Tu pourrais te retrouver dans une situation où l'idée d'être tiré dessus ou d'exploser est effrayante. Mais le fait est que c'est censé être un moyen de dissuasion, malheureusement, un moyen de dissuasion pour qu'Israël ne soit pas tenté de se lancer dans cette affaire de libération de terroristes. Je souhaite évoquer certains points, mais concernant le dernier, je doute que ce soit réellement un problème. D'accord, pourquoi? Parce que nous en aurons toujours. Malheureusement, tant que ce conflit continue et que nous faisons face à un problème terroriste, nous aurons toujours des terroristes en prison qui ne sont pas passibles de la peine de mort, des gens qui récoltent de l'argent pour les terroristes. Je suppose que vous n'allez pas les tuer. Des personnes qui font de l'éducation au terrorisme, des personnes qui recrutent des terroristes, la personne qui conduit les terroristes pour commettre leur meurtre, va-t-elle recevoir la peine de mort? J'en doute. Donc, il y aura toujours beaucoup de membres du Hamas en prison, qui de toute façon vont motiver les gens du côté des terroristes à enlever et à faire d'autres mauvaises choses. Donc je ne suis pas sûr. Avoir la peine de mort pour les quelques-uns qui sont les tueurs atroces, ceux qui eux-mêmes décapitent, violent et brûlent des gens vivants, des personnes qui seraient probablement passibles de la peine de mort, ils sont une minorité dans ce groupe, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas sûr que cela résolve le problème. Vous avez très justement évoqué l'autorité palestinienne qui, évidemment, offre toutes sortes d'incitations financières aux familles des terroristes. Oui, elles sont quasiment à l'abri financièrement à vie avec cette politique de payer pour tuer. Et cela a été reconnu par le Congrès des États-Unis lorsqu'ils ont adopté la loi Taylor Force. Parce qu'ils ont dit « si vous financez le terrorisme, nous ne vous financerons pas, n'est-ce pas ?» Et je pense que c'est bien connu. Mais je pense qu'il y a un autre problème. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Si votre fils est un tchahid, il est considéré comme un terroriste mort en combattant les Juifs. Même s'il a tué 12 innocents, il reste un héros. Oui, le statut de votre famille s'élève. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Oui, votre statut social. D'une famille palestinienne anonyme, vous devenez des héros de la cause nationale aux yeux de l'autorité palestinienne. Et c'est quelque chose de très difficile, je pense, à enlever. Concernant la question de la procédure régulière, je pense qu'il y a aussi une situation où justement il faut respecter la procédure régulière. Tout d'abord, ces personnes seront dans les prisons israéliennes pendant longtemps avant d'être réellement exécutées, parce qu'elles devront, comme je l'ai dit auparavant, aller jusqu'à la Cour suprême. Et quand vous avez des gens, disons, dans le couloir de la mort en Israël, pour l'instant, il n'y a personne dans le couloir de la mort. Est-ce que cela motive davantage les terroristes à essayer de prendre des otages, à faire des choses pour obtenir la libération de personnes avant qu'elles ne soient exécutées? Et donc, à mon avis, vous savez, en Israël, vous savez, on aime beaucoup parler. Nous sommes juifs, nous sommes très bavards, nos politiciens le sont encore plus. Mais peut-être que est-ce que cela va vraiment arriver? Ou bien ce n'est que beaucoup de hara? Pourtant, si on regarde les sondages, il y a un fort soutien. Une majorité d'Israéliens est favorable à la peine de mort pour les terroristes. Mais ceux qui ont vraiment réfléchi à la question, et il faut se demander, est-ce que cela aidera? Je pense que c'est la question fondamentale. C'est la question ultime, vous savez, est-ce que cela aidera? Et je pense que la réponse n'est pas évidente. Je ne crois pas que ce soit clair du tout. Voici la question à ce sujet. Et ensuite, nous pourrons parler d'un cas intéressant, 200 terroristes du Hamas dans un tunnel à Rafah, et nous allons y venir dans un instant. Est-ce que c'est toujours le cas, que ce soit pour dissuader quelque chose ou pour savoir si cela va aider?
Peut-être qu'il existe une notion de punition pour un crime, une punition qui doit être proportionnelle au crime. Vous savez, il y a aussi quelque chose à dire là-dessus, et je vais vous dire, nous en connaissons certains. Laissons de côté le terrorisme un instant. Pensons aux tueurs en série. Pensons aux Israéliens qui, il y en a, commettent des crimes si horribles ou contre des enfants, toutes sortes de crimes atroces. Et nous avons aussi constaté une énorme augmentation des meurtres de femmes par leurs maris en Israël. Oh, il n'y en a pas tant, mais l'augmentation est énorme. Et cela a commencé pendant la pandémie et pendant la guerre. Ce sont des meurtres horribles de femmes par leur mari. Vous savez, si vous étiez la famille de cette femme, ça ne vous dérangerait pas qu'on le mette à mort? Il le mérite. Je veux dire, il y a aussi un instinct qui dit, vous savez quoi? Il y a une limite à ce que nous pouvons tolérer en tant que société. Donc, je sais que la vengeance, je suppose que vous n'êtes pas quelqu'un qui pense que nous devrions, disons, adopter des lois qui concernent la vengeance. Mais vous savez, il y a un moment après le 7 octobre où, quand on parle d'Israël, c'est populaire parmi les Israéliens. Voilà pourquoi. C'est un instinct naturel de dire, vous savez, la barbarie, la cruauté, et pourquoi cette personne devrait-elle avoir le droit de vivre? Maintenant, c'est pour ça que je veux parler de ces 200. Puis-je vous interrompre avant les 200? Oui. Je veux juste répondre. Oui? Tu parles de punition et tu as raison, non? Un des aspects frustrants pour les Israéliens est que des personnes sont condamnées à perpétuité pour des crimes atroces, car nous n'appliquons pas la peine de mort. Et ensuite, ils sont libérés et les gens trouvent ça très frustrant. Ils sont relâchés lors de ces échanges de prisonniers. Donc tu sais, une peine à perpétuité n'est pas vraiment une peine à perpétuité. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait un autre accord, n'est-ce pas? Et c'est de là que vient une grande partie de tout ça. C'est une réaction à toutes ces libérations. Et les gens disent que la punition de quelqu'un devrait être définitive, n'est-ce pas? Et il ne devrait pas, une peine à perpétuité ne devrait pas signifier 5 ans avant le prochain terroriste. Vous voyez, et c'est un problème. Je comprends ça. Mais je poserai aussi la question suivante. D'accord, le terrorisme est particulièrement atroce. D'accord, mais le viol est particulièrement atroce. Le meurtre d'enfants est atroce. Le meurtre, c'est tout, non? C'est tout. Allez-vous les cibler parce qu'elles sont terroristes? Théoriquement, vous pouvez faire une loi pour cela. Ensuite, je vous poserai ceci. Au fil des années, quelques incidents isolés ont impliqué des Juifs dans des actes de violence terroriste. Des Arabes. Il y a eu une affaire célèbre dans le village de Douma et c'était au début de ce siècle. Non, j'essaie de me rappeler, c'était peut-être en 2010 ou 2011, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était vers cette période. Condamne-t-on aussi à mort les garçons juifs impliqués dans le terrorisme? Parce que si vous faites une loi, la loi doit être impartiale, la loi doit être égale, tout le monde doit être égal devant la loi. Des miliciens juifs impliqués dans des actes terroristes et des meurtres devraient-ils aussi être condamnés à mort? C'est pour cela que je voudrais savoir pourquoi il faut une loi spéciale pour les terroristes. Un terroriste reste un meurtrier. Vous venez de dire que ce n'est pas suffisant. Si vous conduisiez la voiture de fuite ou si vous aviez envoyé un terroriste, je serais également ravi de me débarrasser de ces lois. Mais voici ce que je veux dire. Nous avons eu un crime horrible a eu lieu il y a des années en Israël. Je ne vais même pas en parler, mais cela impliquait un célèbre présentateur de journal télévisé et sa femme. Elle était donc assez jeune lorsqu'elle a commis ce crime répugnant. Et d'ailleurs, ce n'est même pas elle, elle l'a avoué. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une erreur d'identité. Et une peine de réclusion à perpétuité équivaut à 20 ans en Israël. Donc elle est sortie de prison alors qu'elle était encore plus jeune que moi aujourd'hui. Alors pourquoi devrait-elle avoir le droit de vivre sa vie à partir de la quarantaine? Et vous savez, surtout maintenant que les gens vivent jusqu'à un âge avancé, j'étais horrifiée par cela. Donc ce que je veux dire, c'est que non, je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un commet un meurtre odieux, et en particulier un meurtre au premier degré, je ne vois pas pourquoi il devrait l'être. Il ou elle devrait être traité différemment d'un terroriste qui commet un meurtre odieux. Mais d'accord, c'est là que l'argument intervient, ou si nous jouons à Dieu et tout ça. Mais je veux juste, avant que nous passions à d'autres sujets, dire quelque chose à tous nos téléspectateurs et auditeurs de notre podcast. Ils ne devraient pas avoir une mauvaise impression d'Israël. La criminalité violente en Israël était bien plus faible que dans d'autres pays occidentaux. Quand cela arrive, nous sommes tous captivés, car c'est rare en Israël. En réalité, il est plus sûr de vivre en Israël que dans la plupart des pays occidentaux du point de vue des meurtres, des crimes violents et ainsi de suite.
Quand nous en avons des manifestations, évidemment, c'est vraiment, vraiment grave. Je pense toujours qu'il est plus sûr de vivre en Israël qu'aux États-Unis, en Australie ou ailleurs. Nous n'avons pas, par exemple, de fusillade dans les écoles. C'est juste que, je veux dire, je ne veux pas attirer le mauvais œil ici, mais nous n'en avons pas. L'Amérique a connu plusieurs fusillades scolaires et des choses folles, ce que nous n'avons pas eu. Mais voilà le truc. Parlons simplement de ces 200 terroristes, des terroristes du Hamas dans un tunnel du Hamas, un tunnel de la terreur qu'ils ont construit. D'accord, et ils seraient apparemment coincés dans le tunnel. D'accord, pauvres vieux terroristes qui ont construit un tunnel, affamés et enchaînés des otages. Maintenant, 200 d'entre eux sont bloqués dans un tunnel qu'ils ont construit eux-mêmes. De notre côté, il faut que tu... De notre côté maintenant. Alors, que fait-on avec eux? Maintenant, dans le cadre du plan en 20 points du président Trump, la première étape est que tous les otages doivent être rendus à Israël. 4 corps sont encore détenus par le Hamas. Je n'ai pas été informée. Mais la deuxième phase consiste en la démilitarisation de Gaza et principalement au désarmement du Hamas. Maintenant, ces terroristes dans ce tunnel ont des armes. D'ailleurs, ils ont aussi de la nourriture. Certains disent même, tant mieux s'ils en manquent, qu'ils le fassent. Ils ont de la nourriture pour 1 ou 2 ans, car ils faisaient des réserves. De toute façon, peu importe, se soucie-t-on de leur sort. Certains disent de même de les tuer. Parce que, lors des dernières semaines de la guerre, les forces de défense israéliennes ont été obligées de tirer sur des terroristes qui surgissaient soudainement des bouches de tunnels et leur tiraient dessus avec des lance-roquettes anti-chars. Durant la dernière semaine de la guerre, depuis le cessez-le-feu, nous avons... C'est ce jeu. Les Israéliens, Oui. depuis le cessez-le-feu, Cessez-le-feu, oui. Toute une discussion existe sur ce qu'il faut en faire. Et l'administration Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner sont venus ici pour une visite rapide afin de discuter de ce que nous faisons avec ces 200 terroristes. Donc, il a été décidé, d'accord, il y avait une rumeur que Netanyahou a démenti, selon laquelle nous aurions récupéré Hadar Golden, qui était détenu depuis 11 ans à Gaza, son corps sans vie. C'était lors du cessez-le-feu de la guerre de 2014. Il y a eu un cessez-le-feu et il a été tué après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et son corps a été traîné à Gaza et y est resté pendant 11 ans. Et il vient tout juste d'être ramené cette semaine et enterré. Et il y avait cette idée que, d'une certaine manière, peut-être, nous avions accepté de libérer ces 200 terroristes dans le tunnel afin de récupérer Hadar Golden. Et Netanyahou a dit que cela ne s'était pas produit et jusqu'à présent, ces terroristes sont toujours dans le tunnel. Mais voici le hic. Comme d'habitude, merci beaucoup le monde arabe qui nous entoure, qui est censé, vous savez, faire partie des accords d'Abraham ou essayer d'en faire partie. Personne n'en veut, donc c'est comme ça. Si on les laisse sortir du tunnel, on a dit qu'ils devaient sortir les bras en l'air et les armes posées, et ils ne le font pas. L'autre chose, c'est quoi? On les bombarde, on les tue tous. On ne fait pas ça. Évidemment, on ne fera pas ça car Israël ne le fait pas et la communauté internationale nous traiterait de meurtriers. Donc, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Donc, la seule option était d'accord. Ils se désarment, ils se rendent. Et s'ils font cela, ils seront autorisés à quitter Gaza, à aller ailleurs, dans un autre pays. Ils seront épargnés. Devine quoi, personne n'en veut. Quelle surprise! Pourquoi quelqu'un voudrait-il d'eux? Je vais vous expliquer. Si ces terroristes étaient en Égypte, nous avons vu l'Égypte inonder les tunnels au fil des années. Personne ne s'est soucié quand l'Égypte a dit « Non, pas de Hamas à nos frontières, pas de Gazaouis, pas de femmes, pas d'enfants, personne de Gaza à nos frontières. » Personne n'en veut. Donc, nous sommes. Donc, encore une fois, Israël est scruté à la loupe sur la façon de gérer ces meurtriers tortionnaires et affameurs des otages au cours de ces 2 dernières années. Donc le Hamas dit qu'ils peuvent comme quitter le tunnel, ils sortiront sans armes, mais ils iront directement dans le territoire contrôlé par le Hamas à Gaza. Ils se réarmeront et feront partie de l'armée du Hamas. C'est ce que dit le Hamas. Mais faudrait-il les laisser sortir vivants sans armes et rejoindre à nouveau le Hamas? Et il n'y a malheureusement pas de pénurie d'armes dans le territoire contrôlé par le Hamas. Et ils pourraient le faire. Et Israël, je pense, doit jouer ses cartes très prudemment ici.
Et évidemment, nous ne sommes plus au gouvernement et nous basons tout ce que nous disons sur des articles de presse, des déclarations publiques et ainsi de suite. Que cela signifie-t-il pour les Israéliens? Je dirais, si nous, disons, faisions quelque chose avec ces 200, qu'est-ce que nous pourrions obtenir en retour que nous n'obtenons pas actuellement? Les gens disent que nous avons récupéré Hadar Gordon maintenant parce qu'il y avait un geste pour faciliter un accord sur ces personnes. Apparemment, il était détenu dans ce tunnel, dans la même zone, mais je ne sais pas si c'est vrai. Non, il s'avère que ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on nous a dit au début, en tout cas. Ce n'est pas vrai. Mais tout ce que je dis, c'est ceci. Je pense que notre gouvernement devrait poursuivre cela et dire, d'accord, vous voulez quelque chose de nous. Que pouvez-vous nous apporter? Juridiquement, je ne comprends pas. Ce sont bien des combattants armés du Hamas, non? Ils sont de notre côté pendant le cessez-le-feu. Vous demandez la reddition, sinon nous pouvons combattre. Nous pouvons les tuer car ils sont armés, pas des civils innocents. Si décidé, cette option reste en attente. Et peut-être que nous attendons que le cessez-le-feu s'effondre et alors nous pourrons le faire. Je veux dire, théoriquement, on pourrait inonder les tunnels et cela pourrait les forcer à partir. Ou on peut mettre, je ne sais pas, de la fumée dans les tunnels. Nous préparons différentes options parmi de nombreuses possibilités. Mais est-ce qu'on les garde en vie parce qu'on pense qu'ils peuvent servir de levier pour obtenir autre chose que nous voulons? Mais le plan de Mark Trump ou le plan de Trump et Netanyahou, on pourrait dire que c'est la première phase. Quel geste de bonne volonté! Ce plan est déjà en place, dit que la première phase. Tous les otages sont rendus, point final. Or, cela ne s'est pas produit. Nous avons besoin de plus d'accords avec eux. Voilà pourquoi les Israéliens se sont mis en colère en apprenant qu'ils négociaient, peut-être pour le corps de Hadar Golden. C'est terroriste. Aucune raison. Nous avons déjà négocié. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose. Non, mais on dit maintenant que Trump prévoit quelque chose, sans savoir si c'est vrai. Une base militaire de 500 milliards de dollars du côté israélien de la frontière de Gaza pour faire respecter ou surveiller le cessez-le-feu. Nous n'avons pas encore atteint la deuxième phase de la guerre, qui vise le désarmement total du Hamas. Mais oui, maintenant, il semble que Gaza sera divisé en deux parties. Vous savez, ils en parlent comme de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne de l'Ouest ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une bonne comparaison. Et aussi, tant que vous laissez le Hamas en vie là-bas, à cet endroit, ça s'envenime, ça ne marchera pas. Mais ce que nous savons aussi maintenant, c'est qu'il n'y a pas de pays. Il y a un gros problème pour le lendemain, même si le plan est mis en œuvre. Donc, tout est incertain. Mais laissez-moi vous dire, j'aimerais vous poser cette question. Les 7 guerres sur le front que nous étions en train de gagner, voire gagner, semblent l'être d'une certaine façon. Peut-être que toute cette paix éclate partout. Et les accords d'Abraham étaient en réalité en route vers une guerre renouvelée. Parce que l'Iran menace de lancer une attaque surprise contre nous, il semble qu'il soit en train de reconstruire sa capacité de missiles balistiques. Au Liban, avec le Hezbollah, un cessez-le-feu prévoyait que nous ne tirerions pas. À moins que nous voyions une activité du Hezbollah au Liban, et l'armée libanaise devait garantir cela. Mais le Liban, l'armée libanaise, a échoué et n'a rien fait. Nous avons attaqué des cibles du Hezbollah? La réponse du Hezbollah, d'accord. Alors, nous ne nous désarmons pas car Israël nous attaque. Donc, le Hezbollah dit qu'ils vont y aller. Ensuite, il y a la Syrie. Le président syrien Achara est allé à la Maison-Blanche et a dit « Je pourrais négocier avec Israël, mais il doit quitter sa zone tampon. » Voici la Syrie. Ensuite, les Houthis sont déclarés « Si Gaza s'embrase à nouveau, nous allons reprendre les combats. » Donc, nous, et en Judée et Samarie, ce que certaines personnes appellent la Cisjordanie, il y a des combats constants. On signale des activités terroristes graves et des infiltrations, avec des sirènes alertant sur des infiltrations de terroristes en Israël. Donc, je vous demande, avec tout cela, ce à quoi nous étions sur le point d'arriver, et le plan en 20 points de Trump, est-ce que nous nous dirigeons vers la guerre, une guerre régionale ou la paix? Je ne pense pas que nous allions vers une guerre régionale. Le cessez-le-feu à Gaza pourrait s'effondrer et si nous devons reprendre les tirs, au moins nous le ferons avec. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la présence d'otages vivants détenus par le Hamas. Je crois que nous l'avons déjà dit dans un épisode précédent.
Israël sera plus libre d'agir contre le Hamas parce que nous n'aurons pas à nous soucier de tuer accidentellement ou involontairement des otages israéliens. Donc, j'espère que le plan de Trump réussira, même si je sais qu'il pourrait échouer. Et si cela échoue parce que le Hamas refuse de faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire se désarmer et arrêter de gouverner Gaza, n'est-ce pas? Et alors tout est remis en question. Donc, si le Hamas ne respecte pas ce qu'il est censé faire selon ses engagements, alors tout est remis en question. Oh non, tu as raison. Le Hezbollah a refusé de se désarmer. Le gouvernement libanais, il est soit trop faible, soit il n'en a pas la volonté, ou c'est une combinaison des deux pour vraiment aller au bout sur ce sujet. Et Israël agit depuis lors selon les règles d'engagement depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et quand nous voyons une infraction du Hezbollah, nous attaquons et nous frappons. Et je pense que cela peut continuer presque indéfiniment. Si le Hezbollah ripostait, Israël réagirait aussitôt en intensifiant les hostilités et bombarderait des cibles du Hezbollah à Beyrouth, le célèbre, ou plutôt tristement célèbre, Dahia Dahia. Et je pense que c'est comme pour ceux qui pensaient qu'il y aurait une solution parfaite demain. Je veux dire, ce n'est pas réaliste. Sommes-nous dans une bien meilleure position qu'il y a 1 an et 1 mois? Bien sûr, oui. Le Hezbollah n'est plus que l'ombre de lui-même, mais il demeure présent et saisirait toute chance de se réarmer. Restons donc vigilants. La situation en Syrie est bien meilleure désormais? Donc, si vous dites, j'avais des attentes que le nouveau Moyen-Orient était sur le point d'émerger et que nous allons avoir la paix et vous savez, de l'amour avec tous nos voisins, je vous dirais, eh bien, c'était irréaliste. Mais d'un point de vue réaliste, là où nous étions il y a 1 an et demi et là où nous en sommes maintenant, il ne fait aucun doute que la situation est bien meilleure. Il nous reste 1 minute. Je veux dire un mot sur Hadar Golding, l'otage enterré hier après 11 ans de captivité. Sa famille a vécu l'enfer. 11 ans, c'est long sans leur fils tué à Gaza qu'ils attendaient pour l'enterrer. Ça a été très difficile pour la famille. Les parents ont pris la parole, je crois, lors des funérailles. Ils ont effectivement parlé lors des funérailles. Bien sûr, c'était très émouvant. Chaque Israélien pouvait s'identifier à cela. Mais je veux te dire quelque chose, même si tu n'es pas d'accord, Ruti. Aucun parent, ni frère ou sœur n'a parlé. Seul un ami de la famille est intervenu aux funérailles. Et il a attaqué le gouvernement et il a dit qu'on lui avait dit qu'il était en colère. Un général lui a dit qu'on n'allait pas déclencher une guerre pour récupérer un otage mort. Et ce n'est pas une question stratégique. Et je veux dire que la personne, le général ou le responsable de la sécurité qui a dit cela, a entièrement raison. La décision d'Israël de faire la guerre ou non est très importante. En temps de guerre, nous allons perdre des gens, et il n'y a pas de guerre sans perte de notre côté. Il n'y a pas de guerre sans risque. Faire la guerre pour ramener un otage décédé, même si c'est difficile à admettre aujourd'hui en Israël, oui, mais on ne part pas en guerre parce qu'ils refusent de rendre un mort. Je pense que c'est aller trop loin. Aussi fort que soit le désir de soutenir les familles, aussi fort que soit le désir de réconforter les familles, aussi fort que soit le désir de tout faire pour ramener un otage mort, pour l'enterrer en Israël, dire que c'est une raison de partir en guerre, je pense que c'est aller trop loin. N'est-ce pas? Mais laissez-moi juste ajouter une chose aussi à propos de Golden. Les parents de Hadar Golden, au fil des années. Il y a une chose que je dois dire par souci d'équité envers eux et en leur honneur, et j'étais aussi d'accord avec eux au fil des années. Ils ont dit « Nous ne voulons pas que vous perdiez des soldats au nom de notre fils décédé. » Mais nous avons de l'influence et sommes allés à Gaza. Nous avons passé au moins 2 minutes à Gaza depuis 2014 et en 2021. Et pourquoi sommes-nous partis? Il disait, et chaque fois qu'il y avait des accords à Washington, Leah Golden, la mère de Hadar, disait « Pourquoi mettez-vous fin à cela? Pourquoi ne faites-vous pas pression? Pourquoi ne les forcez-vous pas à rendre son corps sans aller jusqu'à faire la guerre pour le récupérer? Pourquoi ne faites-vous pas pression sur l'Organisation des Nations Unies et Washington? Et aussi vous dictez à Hamas. Par exemple, en 2021, nous avons terminé sans exiger sa libération, son corps. » C'est plus que ça parce qu'en même temps, vous vous souviendrez, il y avait 2 Israéliens vivants, un Éthiopien et un autre meilleur. Devait-il passer avant un soldat mort, même s'il avait été un héros, alors qu'il y avait 2 Israéliens vivants là-bas? En d'autres termes, je pense qu'une grande partie de la conversation, tout d'abord, la famille mérite notre amour, notre respect et notre soutien. Ils ont traversé l'enfer. Je ne juge pas la famille, mais l'ami qui a parlé aux funérailles.
Je pense qu'il y a des choses que les gens disent, mais ce n'est tout simplement pas logique. Tu vas vraiment partir en guerre? Par exemple, demain, le Hamas arrête de rendre les otages. D'accord. Donc, ils rompent l'accord, mais disons qu'ils se désarment. Disons peut-être qu'ils n'ont pas tous les otages. Il faut tout réfléchir. On ne part pas en guerre juste parce qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut. C'est une situation bien plus compliquée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Je voudrais juste terminer en disant que si vous avez déjà pensé que j'avais des fantasmes sur la paix dans le nouveau Moyen-Orient, oubliez ça. Ce n'est pas moi. Et oui, nous sommes dans une meilleure situation. Mais ce que je dis, c'est que c'est ce qui arrive quand on combat des djihadistes. Et ce n'est pas comme avoir une guerre entre deux pays qui se termine par la victoire de l'un et la défaite de l'autre. Ils continuent simplement à sortir de l'ombre, ils continuent à recruter et ils continuent à recevoir des financements. Et donc, on ne peut jamais simplement dire, d'accord, cette guerre est terminée. C'est la vérité. Nous poursuivrons donc cette conversation la semaine prochaine. Et d'ici là, je te souhaite une bonne semaine. Ruti? Moi aussi, Marc.